Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Après une semaine de l'événement tragique de bombardement du camp de Mugunga au Nord Kivu, le bilan s'alourdit et plus de détails dans ce journal. Et à l'international, une décision du Bénin de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Semegbochi. Et nous aurons plus de détails dans ce journal. Bonsoir madame, monsieur, il est 19h, c'est l'heure de vous informer et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, près d'une semaine après l'événement tragique de bombardement du camp de Mugunga à Goma, le bilan s'alourdit, il est désormais de 35 morts et 37 blessés. Le gouvernement a dépêché une délégation ministérielle dans la capitale du Nord Kivu. Je vous propose de suivre Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, qui conduit la délégation venue de Kinshasa. L'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale est prévue pour le samedi 18 mai prochain. C'est le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui l'a publié par un document rendu public qui reprend les dates clés du nouveau calendrier de l'élection. Damani Mujinga pour les détails. Le nouveau calendrier tant attendu de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale est enfin rendu public. L'annonce a été faite tard dans la soirée du mercredi 8 mai dernier par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, via un document officiel qui porte sa signature. D'après ce calendrier, l'élection se déroulera en 5 phases, notamment le dépôt de candidature prévu le vendredi 10 mai et le lundi 13 mai 2024, l'examen des dossiers des candidatures pour le mardi 14 mai, l'affichage des listes des candidats retenus le mercredi 15 mai, la campagne électorale le jeudi 16 mai, l'audition des messages des candidats au cours de la séance plénière, l'élection et l'installation du bureau définitif le samedi 18 mai. Notons que le bureau provisoire avait publié samedi 27 avril dernier le calendrier des élections des membres du bureau définitif. Ce dernier prévoyait l'élection et l'installation de ses membres pour ce mercredi 8 mai. Le dit calendrier n'a pas été appliqué pour des contraintes logistiques d'après le communiqué du bureau provisoire qui avait renvoyé ce processus à une date ultérieure. Mardi dernier, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a appelé les plateformes politiques à finaliser le choix des candidats à différents postes du bureau définitif. La publication du calendrier de ces élections est effectuée un jour avant que plus de 100 députés nationaux réunis au sein de la dynamique surveillance ont condamné et dénoncé le blocage des activités à l'Assemblée nationale entretenu par le bureau provisoire. Ces députés parlaient de violation intentionnelle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et affirmaient se réserver le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en déant 72 heures.
Pour les postes de président et de premier vice-président, les candidats sont déjà connus. Il s'agit respectivement de Vital Kamerhe, investi candidat président à la suite de la primaire de l'Union sacrée de la Nation, et Jean-Claude Isaac Chilumbaï, désigné par l'UDPS Tshisekedi, candidat premier vice-président. Contestation des résultats provisoires des élections gouverneurs et vice-gouverneurs de Lualaba. La Cour d'appel du Lualaba a rendu son verdict ce jeudi 9 mai et cette dernière a entériné l'élection de Fifi Masuka comme gouverneur pour la Cour d'appel. Cette décision est justifiée notamment par défaut des qualités des avocats du regroupement AAUNC. Ces derniers promettent d'aller en appel de cette décision devant le Conseil d'État. Patience Lokeke. La Cour d'appel du Lualaba, faisant office de la Cour administrative, a rendu son verdict dans l'affaire opposant les regroupements politiques AAUNC à Masuka Saini Fifi, proclamé provisoirement élu gouverneur de province par la CENI. Cette juridiction a déclaré recevable mais non fondée la requête introduite par les regroupements AAUNC en contestation des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante. Dans son arrêt, la Cour d'appel du Lualaba justifie sa décision notamment par défaut des qualités des avocats du regroupement Action des alliés de l'Union pour la nation congolaise, une décision que la partie adverse salue. Pour ces avocats, le droit a triomphé. Du côté du requérant, c'est une déception totale. Maître Jimmy Mberozi, l'un des membres du collectif des avocats du regroupement AAUNC, affirme que leur client ira en appel de cette décision devant les conseils d'État. Rappelons que la gouverneure Masuka Saini Fifi avait obtenu 21 voix contre 3 de son challenger, Jean-Marie Tizainga, lors de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du 29 avril dernier. Une brève dans ce journal, procès Rossi Mukendi. Le ministère public a présenté son réquisitoire ce mercredi 8 mai 2024 au cours de l'audience publique dans l'affaire mettant en cause le ministère public et la partie civile contre la commissaire supérieure adjointe Karine Lokesso dans l'assassinat de l'activiste de droits de l'homme Rossi Mukendi. Au cours de cette audience, l'officier du ministère public a demandé au juge de la haute cour militaire de reconduire la peine de la cour militaire qui condamne la prévenue à la peine à perpétuité pour meurtre et à 15 ans de servitude pénale pour violation de consigne. Parlons de l'état de siège à l'Ituri vers la stabilisation et le retour de la paix dans la province de l'Ituri. Les communautés vivant en territoire de Djougou peuvent désormais fréquenter mutuellement et librement car le marché commun de Darmani, situé dans les secteurs de Walendu Tati, vient d'être rouvert pour la société. La reprise des activités commerciales est une preuve irréfutable de la pacification de l'Ituri. Presse militaire de l'Ituri. Depuis ce mardi 7 mai 2024, avec les activités socio-économiques au marché Dramani, situé dans les secteurs de Walendu Tati, en territoire d'Ndjougou. Cette reprise vient résolument raviver et tisser les liens socio-ethniques entre les populations Lendu Tati et celles des Bahema Nord. Cette importante reprise des activités socio-économiques dans cette partie de l'Ituri est le fruit du dialogue intergroupe armé organisé par les vice-premiers ministres, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo. Ici, la cessation des hostilités, la cohésion sociale, la cohabitation pacifique et l'air bien étaient les principaux objectifs de ces assises. Aujourd'hui, l'ambiance voulue et projetée sur ces marchés vient d'être concrétisée par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri avec l'implication des autorités coutumières de ces deux entités, jadis non fréquentées. Pour Joël Mandé, chef du secteur de Walendu Tati, la réouverture de ces marchés est un nouveau départ pour les populations d'Ndjougou. Il invite par ailleurs les groupes armés au respect de leur engagement. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui de voir des communautés sont, après beaucoup d'États, sont encore ensemble, ils travaillent ensemble. Voilà, les marchés ont repris. Vous avez vu, il y a beaucoup d'arrêts et ça a donné du travail aux taximens, plein de taximens, de part ou d'autre, qui quittent Katoto Central. Il y a même des mamans de Koloman, de la ville de Bougna, sont présents ici. Et vous voyez
aussi les gens qui sont venus de Massumbu, qui sont venus de Paranganza. Voilà un grand marché qui a réuni vraiment tout le monde. Nous sommes très satisfaits après beaucoup de temps. Les vivre ensemble et les échanges commerciaux sont les préoccupations majeures du PDDRCS en termes d'Ndjougou. 1000 km commencent par EPA. Si aujourd'hui on s'est mis ensemble, deux communautés, un marché commencé, demain on va ouvrir le deuxième, troisième, toutes les routes vont être ouvertes. Pour consolider et préserver ces acquis des paix longtemps recherchés, les gouverneurs militaires souciés de voir l'Ituri être complètement pacifiée viennent de dépêcher ce jeudi une mixte délégation médiation pour un dialogue intercommunautaire entre les habitants de Walendu, Tatsi et Bahema Nord en vue de restaurer la confiance et les vivre ensemble entre les deux communautés. Une autre brève dans ce journal, la performance du programme économique et financier de la République démocratique du Congo est satisfaisante pour la 6e. Voilà ce qu'a révélé la presse le chef de la délégation du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo, Calixte Aokposi, après sa rencontre avec le président de la République Félix Tshisekedi hier mercredi 8 mai à la Cité de l'Union africaine. Au regard des efforts réalisés, cette mission a permis d'avoir un ensemble d'engagements à présenter au conseil d'administration du FMI pour conclure cette revue. L'examen par ce conseil d'administration de cette revue et des consultations au titre de l'article 4 est prévu pour début juillet 2024. La fin de la revue permettra un décaissement de 153 millions de dollars afin de renforcer le réserve internationale de la République démocratique du Congo. Pour meubler leur maison, les Quinois ont désormais tendance à se rendre dans les magasins des expatriés. Pourtant, il y a quelques années, riches ou pauvres, les habitants de la capitale accourant vers les marchés de Mbinza Météo dans la commune de Ngaliema, désormais soumis à une forte concurrence. Les fabrications locaux de meubles éprouvent du mal à écouler leurs marchandises. À l'équipe des Géopolis Télévision est allée à la rencontre d'un atelier dénommé Établissement Galapa, spécialisé dans la fabrication de meubles en bois au marché de Mbinza Météo. Pour en savoir plus, Francine Moukeba et Ene Kabamba pour la suite. De nombreux Quinois se rendaient dans ces marchés situés en Mbinza Météo dans la commune de Ngaliema pour s'acheter des chaises, armoires et garde-robes et autres en bois. À ces jours, peu de Quinois s'intéressent encore à ces marchés. Beaucoup préfèrent désormais se procurer à un coût exorbitant des meubles préfabriqués exportés par des expatriés. Voilà qui n'arrange pas les affaires des nombreux fabricants locaux de meubles qui continuent à exercer dans ces marchés. La place où biso to banda ko bénéficier ya tsa ba mindele ba bénéficier nango pote bi ke ba mindele so ba na ba biloko na bango afo ba bateka en gros bon ba comment teka en détail ce que biso mato to teka bien exacté. S'appuyant sur son expérience de plus de 30 ans, ce menuisier note que son métier lui a tout le temps procuré son pain quotidien et aussi permis d'employer de nombreux jeunes. Il en compte 45 actuellement avec qui il travaille. Je n'en vis pas les gens. Les prix que je gagne, je vis normalement. Ce qui est important d'abord, c'est ça. Ici, il y a les employés, bien sûr. On a l'habitude d'appeler des maîtres formateurs. Ils sont 7, mais j'ai plus ou moins 45 apprenants. Vous voyez la différence. Donc, c'est-à-dire j'ai 45 apprenants. Les 45 là apprennent les métiers gratuitement. Je leur donne à manger. Donc, en quelque sorte, je suis en train de prendre comme si la charge de l'État. Profitant de notre micro, ces menuisiers demandent à l'État de les accompagner et sécuriser sur le plan législatif pour faire face à la concurrence. Le problème, c'est l'État congolais. Parce qu'ici à Météo, nous formons des jeunes désœuvrés. C'est-à-dire qu'ils étaient des colons, ils viennent ici, ils apprennent les métiers, ils deviennent utiles pour la société. Vous comprenez? Mais en contrepartie, l'État est vraiment absent. L'État congolais est absent. Donc nous ne sommes pas soutenus, pas même une aide, voire même pas même une subvention, tout. Alors que l'État
nécessairement devrait soutenir les artistes et artisans des biens naturels. Les menuisiers de ces marchés sollicitent par ailleurs du gouvernement la facilité et l'accompagnement dans l'acquisition des machines pouvant leur permettre de mieux finaliser leur production, une des reproches qui leur est souvent faite. Madame, Monsieur, l'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à la page internationale. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, le Bénin a décidé lundi de bloquer l'embarquement du pétrolier nigérien à partir de la plateforme Semekpoji située à une trentaine de kilomètres de Cotonou. Une mesure conservatrice au plus haut sommet de l'État et qui sera maintenue tant que le Niger ne rouvrira pas ses frontières. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa News. Le Bénin a décidé lundi de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien au port de Cotonou tant que le Niger maintient sa frontière fermée. Cette décision intervient alors que le Niger s'apprête à exécuter un contrat pétrolier conclu avec la Chine, portant sur 90 000 barils par jour, ce qui place le pays sur la liste des exportateurs africains de pétrole. Il y a quelques semaines, le Bénin a rouvert ses frontières avec son voisin du Nord à la suite de l'allègement des sanctions de la CEDEAO qui pesaient sur le Niger après le coup d'État de juillet 2023. Sauf que la junte nigérienne maintient la frontière fermée de son côté pour des raisons que le président béninois Patrice Talon a trouvé ridicules mercredi dans une intervention télévisée. Les autorités nigériennes accusent le Bénin de vouloir envahir leur pays via des forces étrangères regroupées à la frontière. Le cacao s'est fait rare sur les marchés internationaux. Le prix de cette matière première avait atteint un nouveau record historique fin mars, dépassant le 10 000 $ la tonne, propulsée par les pénuries d'approvisionnement dues aux mauvaises récoltes. Actuellement, la forte demande de ce produit fait encore grimper son prix. C'est encore un reportage de nos confrères d'Africa News. Ouais. Chief Arok-John inspecte les jeunes plants de cacao dans sa plantation à Mouyouka, dans le sud-ouest du Cameroun, pour éviter que la maladie fongique des cabosses noires ne décime sa récolte. Cette récolte partira au Nigeria. L'année dernière, le Cameroun avait interdit les exportations de cacao vers le Nigeria, accusé de siphonner la production de cette région. La majeure partie du cacao était destinée au Nigeria, mais la forte demande est due à la rivalité entre nos acheteurs locaux et les acheteurs nigérians, si bien que les prix ont augmenté principalement à cause de cette concurrence. Le cacao se fait rare sur le marché international. Le prix de l'or brun avait atteint de nouveaux records historiques fin mars, dépassant les 10 000 $ la tonne, propulsé par les pénuries d'approvisionnement dues aux mauvaises récoltes. Les trois pays producteurs, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ont connu des conditions climatiques qui ont eu un impact négatif sur la production. Pour les chocolatiers de Douala, les produits chocolatés purs connaîtront les plus fortes hausses de prix. Parce que pour nous, par exemple, on utilise dans nos chocolats, on a pratiquement 60 à 80%. Pour certains chocolats, plus de 90% de cacao. Donc quand il devient 6 fois plus cher, 7 fois plus cher, ça suppose que ça impacte au moins 5 fois, ça multiplie au moins par 5 le prix de la tablette. Si on fait cette alimentation qui est de 500 à 600%, le client ne pourra pas absorber. Et si le client ne peut pas absorber, ne vend pas et on va donc fermer. Le gouvernement camerounais a promis de durcir les conditions d'exportation du cacao sous forme de fèves brutes pour éviter que les multinationales ne détruisent le marché local. Madame, Monsieur, nous sommes déjà à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Après une semaine de l'événement tragique de bombardement du camp de Mugunga à Goma, le bilan s'alourdit, 35 morts et 37 blessés. Et à l'international, une décision du Bénin de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Semekpoji. Madame, Monsieur, ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne Géopolis Télévision.